sentiment d'incrédulité pour Yahya Amir-Shahi, est-ce que vous le ressentez vous aussi, l'espèce d'irréalité dont parle Abdel Mostafavi? D'abord, j'ai eu un élément réel probant, c'est que moi j'ai réussi à voir mon père juste avant de rentrer, donc j'ai réussi à le voir. Là, il y a quelques minutes. Voilà, exactement. Pour la première fois depuis... Non, je l'ai eu il y a quelques jours. Bon, voilà, donc il allait bien. D'accord. Il y a un consensus de ce qui se dit. Donc moi, je dois vous avouer que sur l'analyse de ce qui se passe en Iran, de la prise en étau de tout un peuple qui est mis sous cloche d'un régime théocratique depuis 40 ans, un régime criminel, bombardé par un autre criminel de guerre, recherché par la Cour pénale internationale, pour des massacres qu'il continue à perpétrer en Palestine et qu'il veut aussi faire oublier en faisant ça. Ce qui se joue, c'est la marche au chaos, c'est-à-dire qu'on a une déréliction générale d'une géopolitique qui avait été, après une Seconde Guerre mondiale, reconstruite pour éviter la guerre, pour permettre les coopérations entre les nations à l'heure où, plus que jamais, on en a besoin. Si on ne se centre que sur la seule question iranienne, on va être évidemment, surtout qu'on a tous des liens avec l'Iran, dans une expression très sensible. Et l'expression du sensible, Choral l'a dit, c'est quelque chose physiquement y compris, c'est quelque chose de très important. Et indispensable quand on a peu de nouvelles par ailleurs. Complètement. Mais il faut aussi mettre cette émotion-là, sans doute, dans une discussion plus générale qui est d'un ordre du monde qui part en vrille, tout simplement, avec le sentiment que plus personne ne maîtrise rien. Imaginez que vous avez un criminel de guerre recherché par la CPI qui attaque un autre pays qui est dirigé par un mollah qui lui-même prend attache avec un autre qui s'appelle Poutine, le troisième demandant à Trump s'il peut faire quelque chose. Voilà l'ordre du monde et le pilotage d'un désordre généralisé. Ce qui inquiète, évidemment, c'est les vies en cause, les vies innocentes, le droit universel des civils à vivre leur vie et une vie douce, car nous y avons droit, et pourquoi pas eux, là-bas en Iran et ailleurs. Mais ce qui inquiète aussi, c'est les conséquences. Dire, comme le dit de façon vulgaire Netanyahou, qu'il va libérer un peuple après une rhétorique sur l'armement. C'est exactement ce qui s'est passé en Irak en 2003. Mensonge sur les armes de destruction massive, sans doute le programme d'enrichissement. C'est ça, là on n'est pas forcément sur un mensonge concernant le nucléaire iranien. Exactement. Un demi-mensonge. Un demi-mensonge, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un enrichissement, un uranium enrichi qui continue, mais les mêmes experts qui, à juste titre, dénoncent ça, disent que l'Iran n'est pas encore prêt, loin de là, à avoir la bombe atomique. Mais néanmoins, il faut contraindre l'Iran par des négociations. Je rappelle que c'est Trump qui a mis fin à ces négociations. C'est Trump qui est sorti du premier accord qui avait été signé en 2015. Mais je voudrais juste faire une focale, mais très rapide. Qu'est-ce que ça a donné en 2003 ? Daesh. L'Irak. Daesh, c'est une dissémination du malheur partout. Comment voulez-vous croire une seule seconde que vous allez libérer un peuple, mais ça a été très bien dit, en le bombardant? Qu'est-ce que vous allez produire d'autre qu'une guerre civile et le fracas des armes et des larmes? Parce que vous allez avoir effectivement des gens qui vont, par effet de rente et de clientèle, de fidélité à ce régime, le défendre, coûte que coûte, ils en dépendent. Et puis, des femmes et des hommes qui vont vouloir sans doute peut-être se saisir d'une liberté, mais ça ne va pas se faire dans des conditions idéales d'une transition démocratique que Netanyahou aurait permis. C'est impossible. Est-ce que ce qui se passe là peut servir de terminer le travail, comme le disent les Israéliens, ou est-ce que c'est de l'engrais justement pour la République islamique, pour Yahya Amir-Shahi? Il n'y a plus personne pour aider les Iraniens aujourd'hui. Dans le monde, vous voulez dire? Plus personne. D'abord, leur régime ne les aide pas, ça a été dit très bien tout à l'heure. Ils ont la responsabilité du désarroi, du désastre dans lequel ils vivent. Et au nom de leur libération, on les bombarde. Tout ça a été dit. Je crois qu'il faut que, en tout cas je me situe à ma place, aussi faire un examen de conscience des chancelleries européennes et de la diplomatie européenne. En 2009, il y a avant le printemps arabe, le mouvement extraordinaire, d'ailleurs le printemps arabe vient de là d'une certaine façon, extraordinaire, d'un élan d'une population qui était déjà une révolution en marche. Qu'on appelle le mouvement vert. Du peuple iranien. Personne pour les aider. Personne. Et on a laissé faire, derrière, hop, la mise sous cloche, l'arrestation, les exécutions, etc. Il y en a eu d'autres, des périodes. L'élan de 2015 dont on a parlé tout à l'heure, il y avait des gens qui sortaient dans la rue quand il y a eu des accords, vous vous rappelez, qui fêtaient dans la rue en Champagne. En Champagne. Dans un pays où la consommation d'alcool est punie de 80 000. C'est pour ça que je souligne. Et au fond, qu'est-ce que c'est que ces chancelleries qui ont leur part dans les désordres du monde? Je ne veux pas remonter un siècle, mais enfin,
quand même, il y a une chronologie, il y a des profondeurs historiques, il y a y compris des malheurs stratégiques dans les choix qui ont été faits. Ces chancelleries peuvent, en 2 minutes, expliquer qu'un pays dont, par ailleurs, le gouvernement a un chef qui est recherché par la compagnie internationale, a le droit de se défendre en attaquant. Tout ça est totalement absurde. Mais la diplomatie française a 1000 fois plus fait pour aider les Iraniens en finançant le cinéma indépendant que par ses silences coupables, par exemple. C'est une société, ça a été dit, où il y a plus de femmes étudiantes que d'hommes étudiants, il y a plus de femmes médecins que d'hommes médecins, où il y a des ingénieurs, des chercheurs, de l'intelligence. C'est tout le paradoxe de ce régime, au demeurant. Et donc, vous avez une richesse extraordinaire, une vie civile active, profonde, qui était et à plusieurs reprises a été et s'est exprimée, c'est dit, disponible pour changer le cours de sa propre histoire. Le rôle des diplomaties était justement d'ouvrir ces portes-là. Les mains tendues, il fallait les prendre. Mais par exemple, qu'est-ce qu'on n'a pas fait au moment de Femmes et Libertés? Très concrètement, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Il y a beaucoup de choses qui auraient dû être faites. D'abord, les isolements stratégiques, ça existe. On l'a vu sur les contraintes qui ont été faites, notamment dans les négociations sur le nucléaire. Il y avait la politique aussi de visa accéléré pour accueillir aussi des femmes. Et leurs familles. Le regroupement familial, c'est pas simplement quand l'immigré vient travailler et on demande potentiellement, de toute façon avec Bruno Retailleau, c'est plus à l'ordre du jour, de revenir. C'est aussi d'accepter ces femmes courageuses. C'est quand même magnifique que d'avoir en première ligne ces femmes-là. Je rappelle que quand la révolution, quand le coup d'État islamique dans la révolution de 1979 a eu lieu et que la ligne de front était tenue par les femmes, ça s'est réglé en 24 heures avec des gardiens de la révolution qui sont venus en jetant de l'acide sur les femmes. Il n'y avait personne pour les aider, ces femmes. Et vous avez ensuite Ça va? Ouais. À plusieurs reprises. Qu'est-ce qui remonte pour... C'est quoi? C'est toute l'histoire que vous racontez là? Je ne m'attendais pas du tout à être pris à être submergé. Vraiment, On a le droit d'être submergé même. Non, mais les figures féminines qui m'ont forgé, moi. Ma grand-mère, ma mère, ma propre fille. Et donc, ce sont des... c'est un moment terrible parce que je ne parle pas simplement en tant qu'Iranien blessé dans sa chair, même si c'est ça. D'autant que moi, je suis député français, je ne suis pas député ni franco-iranien ni iranien, je vous l'ai dit. Mais quel abandon, quelle lâcheté terrible de notre part. Je me suis dit, en tant que Français, j'ai d'une certaine façon honte de la façon dont on a, pour chacune de ces grands moments populaires et révolutionnaires, été en dessous de tout. Regardez la belle révolution tunisienne en 2011, c'était la même chose. Rappelez-vous les premiers mots de Michel Alliot-Marie, qui était ministre de la Défense. C'était « on va vous apprendre à mater votre population », autrement dit, en termes diplomatiques. C'était « on va vous expliquer comment réprimer ». C'était des ventes d'armes à l'époque. Enfin, voilà aussi ce qui est sur notre conscience. Je pense en effet qu'il faut s'appuyer sur une stratégie diplomatique qui n'a pas pour objectif d'aller faire de l'ingérence de façon brutale, intrusive, dans des États souverains au demeurant et dans des sociétés dont on ne maîtrise pas les complexités. Mais la diplomatie, elle peut beaucoup aussi. On l'a vu notamment, on a parlé tout à l'heure, Armin a parlé tout à l'heure du programme nucléaire, il y avait des contraintes, ça donnait des résultats, il y avait des mises sous contrôle, il y avait même des contrôles sur place de l'AEIA. Et puis il y en a évidemment toujours. Mais il y a bien des moyens de permettre à des sociétés de se libérer, non pas de l'extérieur, mais en faisant confiance justement à ces sociétés qui créent, on parlait de films, je parlais du cinéma tout à l'heure, mais dans bien des domaines. Donc le va-t-en-guérisme ne mène nulle part, si ce n'est au chaos. La seule voie qui était raisonnable, c'est la voie de la diplomatie, que ça plaise ou non, au demeurant. On ne discute pas avec tous les régimes qu'on aime, on discute avec tous les États. Mais encore eût-il fallu être ambitieux. Il n'y a aucune ambition quand vous vous alignez sur les positions d'un seul État, en l'occurrence Netanyahou, qui fixe le là, qui donne le là, qui fixe le tempo. Il n'y a plus de coopération internationale avec la mise au panier commun de nos intérêts convergents. Absolument pas. Mais il me semble, Armin, qu'il ne faut pas être naïf non plus sur l'agenda et de l'Arabie Saoudite et d'Israël qui ont intérêt à un affaiblissement, à un éclatement de l'Iran. Et ça ne sert pas les desseins du peuple iranien, ça ne sert pas
les intérêts de la paix régionale. Et pour le plus grand malheur de ce peuple et dans toute de la sous-région, il y a aussi des enjeux de puissance régionale, de puissance commerciale. Et c'est l'enjeu justement de toutes ces routes que l'Arabie Saoudite et Israël veulent empêcher l'Iran de pouvoir emprunter. Et c'est toute la stratégie de containment, comme on dit en anglais, d'isolement de l'Iran. Moi, je pense qu'il faudrait, personnellement, je suis très sensible à ce que a dit Shoura tout à l'heure. Il y a un fil à tirer quand même sur la dimension universelle de ce qui se passe en Iran, qui se retrouve en Palestine, qui se retrouve en Ukraine, effectivement, dans cette géopolitique du chaos. Car celles et ceux qui sont aujourd'hui aux commandes, regardons quand même un peu le paysage. Il y a un agenda néofasciste. Il y a un agenda néofasciste international. Alors, je sais que certains ont trouvé que le mot est grandiloquent, 2025, parce que ça revisiterait un peu en noir et blanc les années sombres, les années 30, etc. Mais enfin, il y a quand même, vous l'avez vu à l'investiture de Donald Trump, des gens qui sont sur un agenda politique organisé, coordonné, et ceux-là qui sont censés être leurs opposants, c'est-à-dire Poutine et les autres, ne sont pas plus gracieux en termes d'esprit des Lumières et de développement humain. Nous sommes le camp de l'émancipation. Les peuples sont en désir d'une chose, de pouvoir en 2025 bénéficier de tout ce que l'humanité permet aujourd'hui, après des siècles de civilisation. Et effectivement, les Palestiniens ont apporté à la civilisation, les Iraniens ont apporté à la civilisation. Qu'est-ce que c'est que ce monde dans lequel tout est confisqué par quelques-uns ? Alors qu'on a des enjeux comme jamais, où se jouent les gens de coopération et pas de guerre, sur l'eau, sur le climat, sur le partage de nos ressources. Qu'est-ce que c'est que cette incongruité, je ne trouve même pas les termes, de 6000 ans de civilisation, je recommence à l'écriture, on n'a jamais eu autant de connaissances scientifiques, jamais eu autant de connaissances médicales, jamais eu autant de possibilités de construire de l'interculturalité, donc pour reprendre Édouard Glissant, de construire la politique du lien. Comment se fait-il qu'on laisse à ce point, nous, le camp de l'émancipation, faire les autres ? C'est dans ce sens-là que, avec d'autres parlementaires aussi... non, mais je voudrais en parler, parce que c'est quand même important. La question, c'est pas... Parce que les peuples, on en parle un peu de façon absconse, mais... il y a aussi, dans le camp de l'émancipation, des organisations, des associations, des volontés de faire progrès. Et il n'y en a plus. Ce que je veux dire, c'est que l'international progressiste qu'il y a pu avoir avant, elle n'existe plus beaucoup. On est chacun dans son pays. Alors que l'international réactionnaire, elle, c'est Macron qui l'a appelée ainsi, et de ce point de vue-là, il n'a pas tort. Elle existe, elle s'organise. Et c'est au profit d'un agenda qu'on appelle en mauvais français le backlash, c'est-à-dire la culture masculiniste, c'est-à-dire la prédation des ressources, c'est-à-dire la domination de la femme. Et tout ça est à l'agenda, et à l'agenda au plus haut niveau. C'est à ça qu'il faut faire attention. Ce sera le mot de la fin de cette émission.